l'accélération de Raka. Personne ne va le revoir. Liberty Raka. Et le nouvel essai. Le nouvel essai pour la SM Clermont-Auvergne. Bonjour et bienvenue dans Ici à Montferrand. On évoque, vous l'avez vraisemblablement vu hier, la finale de 2010. Cet anniversaire, cette finale qui a marqué l'histoire de l'ASM. On va évoquer, si vous voulez bien, avec Christophe Buron, Arnaud Clergue et Fred Vernat. Bonjour messieurs. Salut à tous. Hier, on a parlé notamment des lignes arrières et puis de l'influence des Roro, des Nalaga, des Malzieux. On va parler, si vous voulez bien, de la charnière parce qu'elle a compté. Et notamment dans ce titre de 2010, il y a la première saison à Clermont d'un tout jeune joueur qui vient de Bourgoin, c'est Morgan Parra. Et ça change beaucoup. Ça a changé beaucoup de choses. Ouais, ça a changé beaucoup de choses. Oui, probablement. Mais après, il ne faut pas oublier quand même qu'avant lui, il y avait un joueur qui était quand même un sacré niveau aussi, qui s'appelait Pierre Mignoni. C'est juste que Pierre Mignoni a participé il avait fait les 3 finales précédentes avec le même ouvreur, avec Brock James, mais qu'il n'a probablement pas orchestré le jeu dans une équipe qui était aussi dominante à l'époque physiquement que ça pouvait l'être en 2010. Alors après, Pardon Christophe, tu penses que le paquet d'avant de 2010 a bien aidé Morgan Parra? Ah bah forcément, oui. Sur la finale, c'est incontestable. Oui. Sur la finale, il n'y a rien à dire. Après, Morgan Parra, évidemment qu'il a eu le mérite, il avait 20 ans à l'époque, de prendre la mesure du poste, de mettre sa grosse patte de patron sur ce pack, bien aidé par tous les anciens bergériens qu'il y avait dans ce pack, les Cabello, Bonner, Pierre et compagnie. Et ça l'a aidé, mais il a été adoubé très rapidement par tous les vieux qu'il y avait à l'époque, les Desma, Priva, Haudebert et compagnie. Et ahurissant d'ailleurs, quand on y réfléchit, à 20 ans, débarquer comme ça, prendre la suite de Pierre Mignoni, qui était vraiment le taulier. Son départ avait créé un certain émoi quelque part, quand Mignoni était parti à Toulon à l'intersaison. Alors, Parra était déjà identifié, je dirais, quand il était à Bourgoin. Il était déjà sélectionné dans l'équipe de France d'ailleurs. Bah mais quand même. Il fait une finale de Challenge européen avec Bourgoin. C'est ça. Juste avant. Mais t'as raison, Fred, c'était un petit traumatisme dans l'esprit des Clermontois, du public. C'était pour des raisons purement personnelles. Il n'y avait quasiment pas de raisons sportives qui retournent à Toulon. C'est juste des raisons familiales qui l'avaient poussé à partir et à revenir chez lui du côté de la rade. Et c'est vrai que l'héritage, la succession s'annonçait compliqué. Et c'est en ça que Parra a réussi sa mission, parce qu'il a vite fait oublier Pierre Mignoni. Et même s'il a mis quand même 2-3 mois avant de prendre ses marques, à donner la pleine mesure à son poste de demi-mêlée, avec notamment, je me souviens d'un match qui peut servir de match déclic pour lui en début décembre contre Leicester en Coupe d'Europe. Et à partir de là, il est monté en régime. Il a vraiment été le chef d'orchestre qu'il fallait à cette équipe. Ce qui est impressionnant sur cette finale, je trouve, sur Morgan Parra, c'est le leadership qu'il a et qu'il a eu durant les 80 minutes. Tu le vois haranguer ses coéquipiers, tu le vois insuffler un supplément d'âme. Et c'est tout Morgan Parra. J'ai coutume de dire, on l'a rappelé plusieurs fois, mais de toutes les finales qu'il a faites avec Clermont, Morgan Parra, il en a terminé 2, c'est-à-dire qu'il a joué le match en entier. C'est la finale 2010 et la finale 2017. Je pense que c'est tout sauf un hasard. C'est-à-dire que quand il a été au bout de ces rencontres, il a quand même pesé énormément. Et puis, il y a ses qualités de buteur. Bon, il avait eu quelques ratés sur cette finale 2010. Mais le fait de buter a soulagé également Brock James de ce rôle-là. C'est évident. On n'en a pas parlé, mais c'est vrai que dans le contexte de cette finale, il y a un match qui a compté énormément, c'est la défaite au Leinster en quart de finale de Coupe d'Europe quelques semaines auparavant. Et c'est vrai que c'est à partir de ce match-là où le pauvre Brock James, qui avait à peu près tout raté face aux Perches, a pris la décision de laisser le but à Morgan Parra. Mais je suis d'accord avec toi, Arnaud. Je pense que sur cette finale, Parra n'est pas monstrueux face aux Perches. Je crois qu'il doit faire un 4 sur 7 ou un truc comme ça. Je crois qu'il en loupe 3, il me semble. Donc c'est pas voilà, mais en revanche, il libère complètement James de la pression du but. Ce que ne pouvait pas faire Pierre Mignoni, qui n'était pas un buteur. Oui, bien sûr.
On se rappelle aussi de l'état d'esprit, bien sûr, insufflé par Morgan Parra, avec notamment une séquence défensive énorme à Saint-Etienne, où il prend un KO, il est quand même sur la ligne pour défendre à la fin de l'action. Juste, vous parliez de Brock James tout à l'heure, et c'est bien au Leinster cette année-là qu'il a un drop tout à la fin du match qu'il rate en 2010, c'est ça? Il laisse échapper 23 points, je crois, au final, entre les drops. Ouais, c'est un truc énorme. Énorme. C'est pas loin d'une vingtaine de points. Ouais. Puisqu'on parle de drop et de 2010, comment ne pas évoquer pour parler de lui et pour commencer Saint-Etienne, quoi. Le drop. Le drop, oui, c'est le drop improbable par excellence. Une trajectoire sortie de nulle part et de 55 mètres, je crois. Mais il a expliqué l'excellent Manuel Caillot récemment. Il avait zéro pression à ce moment-là. C'était juste avant la mi-temps de la prolongation où je dis une bêtise. Et qu'en fait, au pire, il se disait le ballon sort en ballon d'or et voilà. Donc en fait, c'est pour ça il y a un côté relâché. C'est un peu plus calculé que ce qu'on pourrait imaginer. Les fils se sont pas touchés au moment où il a reçu le ballon. Quand même. La vraie question est de savoir s'il l'aurait réussi, s'il l'avait réussi si c'était un drop qui était décisif pour le score. Parce que là, Clermont avait déjà 3 points d'avance et comme il l'a dit, voilà, il a tapé relâché parce qu'il savait que même en cas d'échec, ça maintenait les Toulonnais au fond du terrain. Un drop comme l'a passé par exemple Camille Lopez face à l'Argentine avec l'équipe de France lors de la dernière Coupe du Monde, on sait il permet de basculer de te mettre devant au score. C'est pas tout à fait la même approche mentale. Et puis tu parlais au Leinster, ce quart de finale de Coupe d'Europe, il en loupe un, 22 mètres face au poteau. Presque, quasi, mais dans un contexte de pression qui est tout autre, effectivement. D'ailleurs, la difficulté du buteur, elle a été illustrée sur cette finale. Alors, de l'autre côté, avec Porrical qui avait été brillant l'année précédente sur la finale ou qui avait été brillant, si je me souviens bien, sur la demi-finale de Perpignan contre Toulouse, voilà, c'est ça, et qui passe à côté complètement en ratant des transformations, des pénalités plutôt facile face au Perche. On voit bien que voilà, la réussite du buteur, elle est à géométrie variable en fonction des matchs. Elle est très aléatoire. Celle qui loupe à 40 mètres face au poteau juste avant la mi-temps, là, elle est presque décisive. Elle coûte cher, celle-là, dans cette finale 2010, effectivement. La transition est toute trouvée pour parler de cette finale et pour parler de l'adversaire Perpignan. Perpignan, qui était l'année précédente un adversaire largement à la mesure, à la portée des Clermontois, on va dire. En tout cas, c'est l'idée qu'on s'en faisait. Et qui, en 2010, arrive quand même avec le statut de champion, pour le coup. Clermont n'a pas été aussi dominateur en 2010 qu'en 2009. Tu veux dire qu'en 2009, Clermont paraissait inarrêtable, même face à Perpignan. Non, Perpignan était une équipe qui s'inscrivait dans la durée aussi. C'était une dynamique de plusieurs saisons. Demi-finaliste en 2008, finaliste et vainqueur en 2009, de nouveau finaliste la saison suivante. Non, je pense que 2010, c'est le phénomène, c'est l'équipe qui est en face, que vous avez battue, et qui est beaucoup plus remontée, pas plus motivée parce que tout le monde est motivé en finale, mais il y a un supplément d'âme qui fait que ça va basculer du côté de celui qui s'est fait tordre la saison d'avant. C'est complètement anecdotique, mais est-ce que c'est une anecdote, cette bagarre là de début de match qui est provoquée par Aurélien Rougerie, si je me rappelle bien? Pas du tout. Elle n'est pas anecdotique, elle est significative et voire symptomatique d'un état d'esprit. C'est-à-dire que cette finale elle a été préparée psychologiquement avec cette espèce de hantise de revivre ce qui s'était passé la saison d'avant, où Celso s'était fait électrocuter sur la première mêlée, personne n'avait bronché, l'arbitre n'avait rien dit, alors qu'il aurait fallu tout relever et déclencher une bagarre générale. Il n'aurait pas sorti 16 cartons jaunes à l'arbitre. Donc, ils avaient ça dans un coin de la tête et cette guerre d'intimidation elle a été gagnée par Aurélien Rougerie face à Christophe Manas sur un ballon qui est anodin, qui sort en touche. Manas veut le garder pour lui et Rougerie lui rentre dedans, lui arrache et là, pim pam, ça part un peu. Mais par contre, tout le monde était là au pied
du capitaine, quoi. C'est illustré dans le magazine d'ailleurs qu'on sort, que La Montagne sort cette semaine sur les 10 ans de ce Brennus. Plusieurs interlocuteurs nous ont raconté justement que cette première action, elle est vraiment décisive. Brock James notamment dit que voilà, quand on a le capitaine qui montre l'exemple comme ça et puis qui va au charbon, eh bien ça a donné la direction à tout le monde. Vern Cotter aussi en a parlé. Le regard déterminé du capitaine qui harangue ses coéquipiers, ouais, cette action a fait pour beaucoup, ouais. Et je dirais même les supporters ou n'importe qui, quand on voit ça, quand on se dit ah ouais d'accord, première minute il y a un accrochage comme ça et ça y va, on se dit mais il va falloir y aller pour les battre les Clermont aujourd'hui. Non mais Rougerie avait envie de s'imposer parce qu'il avait aussi le souvenir de la saison, la finale précédente, qu'il a joué, mais plus que diminué, et que Vern Cotter m'a dit il n'aurait jamais dû la jouer. Il s'était fait une entorse de la cheville monstrueuse lors de la mise en place la veille du match. C'est une finale qu'il n'aurait pas dû jouer, donc il l'avait joué un petit peu sur une jambe, et là il avait vraiment envie de montrer qu'il était à 100% et que ça n'allait pas être la même musique. On a l'image des finales, en tout cas moi je l'ai, je dis, des finales ensoleillées, c'est le début de l'été, on est content, on est heureux. Et cette finale de 2010, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il pleut. Il ne fait pas spécialement beau ni spécialement chaud à Paris. Fait meilleur qu'en demi-finale. Demi-finale. C'est 8 degrés, je me rappelle, à Saint-Etienne. Donc, effectivement. Bizarre, je n'ai pas ce souvenir-là. Mais bon. Alors, outre la météo, est-ce que cette finale, avec la victoire de Clermont qui se dessine au fil de la rencontre, est-ce que dans l'esprit des supporters, et peut-être dans les vôtres aussi, est-ce qu'elle n'a pas eu un caractère irréel à un moment ? Les 10 dernières minutes, le boucan qu'il y a dans le stade, les supporters, après le drop d'Anthony Floch, qui est inscrit à la 68e minute, où tout le monde commence à comprendre que c'est en train de tourner pas trop mal. Que le drop consécutif à une touche, c'est ça ? Ouais. Une touche qui est litigieuse, ouais. Le côté irréel, il est corroboré par tous les témoignages qu'on a pu recueillir là, ces dernières semaines. Tu as raison, Greg. Tout le monde dit que, curieusement, au coup de sifflet final, il y a eu à la fois une joie intense, immense, mais en même temps, une espèce de décompression et puis de sidération quelque part. Alors, je ne sais pas si c'est lié à la météo, mais je pense que tout le contexte a joué en tout cas par rapport à ça. Et je crois que c'est Para qui, notamment, qui dit on se demandait si on avait gagné, quoi. Les supporters m'ont raconté, beaucoup de supporters m'ont raconté que dans le train du retour, justement après la rencontre, il n'y a même pas eu de fête dans le train. C'était calme, l'ambiance était calme, comme s'il y avait une force de l'habitude. Il y avait même eu. C'est Thierry Fraisse qui m'a dit ça, que l'année d'avant, les trois épisodes précédents, les trois finales perdues, il y avait même eu plus la fête dans le train du retour que cette année-là. Là, tout le monde était calme, comme si c'était ça y est. Mais les joueurs le disent aussi. Hein, les joueurs n'ont pas fait la Java qu'on peut imaginer dans ce genre de circonstances. Il y avait quand même un siècle de frustration qui était évacué. La vraie fête, elle a commencé le lendemain. Et elle a bien duré. Toi, Christophe, tu en parlais dans la première partie. Tu étais dans le vestiaire clermontois à l'issue de la rencontre. C'était quoi l'ambiance ? L'ambiance, ça m'avait un peu surpris parce que j'avais eu la chance d'aller dans, je crois, 2 ou 3 vestiaires de champions de France lors de finales, mais qui ne concernaient pas l'ASM. Je me souviens notamment d'une équipe de Biarritz avec Jimmy Marlu sur des béquilles. J'étais rentré dans le vestiaire, ça avait été n'importe quoi. Des glissades dans de la mousse partout, des mecs qui se fracassaient sur le bouclier. C'était beaucoup plus cool, là, beaucoup plus posé. Mais bon, c'est ce qu'ils expliquent. Il y a 2 pages sur les vestiaires, justement, dans notre supplément là, à paraître. C'était une joie plus intime. Les mecs avaient besoin de toucher, de se faire prendre en photo avec l'objet. C'était là, franchement, la décompression. Bon, il y a bien eu quelques petits délires dans la piscine, dans le jacuzzi du Stade de France, du vestiaire, avec le bouclier, mais rien de bien méchant. C'était du soulagement, plus qu'un grand délire à faire n'importe quoi. Le grand délire, il a été pour plus tard, après, dans les jours à venir. C'est ça. Il y a une phrase qui est forte de Vermeulen aussi dans notre supplément qui évoque le fait que tout le monde tapait dessus sur le Brennus juste pour entendre, pour réaliser qu'il était bien là, qu'il était bien concret, quoi. Que c'était pas. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit j'avais besoin moi de le toucher, même avec un genou ou quoi, de sentir
la résonance, de sentir son impact, parce que bon, il y avait un besoin tactile, quoi. C'est-à-dire qu'ils étaient tellement passés à côté sans le toucher que bon. Je voulais le toucher. Juste, je voudrais pas qu'on passe à côté du pack quand même, parce qu'on a parlé des lignes arrière de la charnière. Il y avait quand même un sacré pack, des sacrés avants cette année-là. Hein. Ils ont fait un boulot énorme sur cette finale-là, d'ailleurs. Il y en a un que pour avoir revu le match, c'est marrant, j'en avais pas forcément ce souvenir-là, mais on a tous à peu près revu le match récemment. Là, je me souvenais plus du match énorme de Jamie Cudmore en finale. J'ai mis Cudmore et puis le dernier quart d'heure de Vermeulen aussi qui avance en défense. Vermeulen, c'était un drôle de client pour porter les ballons et les conserver et de creuser des sillons larges comme ses hanches dans la défense adverse. Hein. Et Cudmore, on a revu là cette percussion de Tuilagi. On se demande mais comment il va se relever. Enfin, c'est pas possible. Oui. Il y a un choc terrible. Et le mec se relève, reprend sa place en mêlée et a continué son travail de sape. Donc Cudmore, je suis d'accord avec toi, Fred, cette finale, il est absolument monstrueux, quoi. Puis quand on voit les joueurs que c'était vraiment des mecs qui avaient des caractères hein, devant. Ouais. Des SMA aussi, des joueurs comme ça. Voilà, il y avait de l'expérience, il y avait beaucoup. T'avais deux des meilleurs droitiers du championnat avec Celso et Zirakashvili. T'avais un gaucher prometteur, Domingo, qui montait en puissance. Il avait 24 ans. T'avais évidemment les ESMA. T'avais un attelage, on ne le dira jamais assez, parce que la deuxième ligne, c'est quand même la poutre essentielle du pack. Si tu vas qu'une mort, tu pouvais voyager. Et puis derrière, t'avais ce qu'il fallait aussi. Hein. Bonner, Haudebert, la Pendry, qui était un autre jeune aussi qui démarrait, qui amenait son insouciance, son abattage sur le terrain. Non, c'était un pack qui tenait la route, ça c'est clair. On a parlé donc du vestiaire, on va parler du retour. Vous en avez déjà parlé un peu dans vos souvenirs quand je vous ai posé la question hier. Ce retour, il est particulier, il s'effectue en train pour les Clermontois, si mes souvenirs sont bons. Et train qui va s'arrêter à Jersey, c'est ça? Pour quelle raison à Jersey? Parce que je crois qu'il y avait trop de monde qui attendait les joueurs à la gare de Clermont et le service d'ordre avait vu qu'il allait être dépassé. Donc ils ont pris la décision, ça devait être par la préfecture ou je ne sais pas quel organisme. Enfin, il y avait des gens sur les voies en fait. Sur les voies, oui, non, mais c'était pas jouable en termes de sécurité, donc il l'avait fait arrêter. D'ailleurs, pour la petite histoire, ça a servi en 2017 puisque le train cette fois est bien arrivé en gare de Clermont, mais il y avait eu un dispositif de sécurité qui avait été mis en place. Et c'est vrai que ce retour en train de Paris à Jersey, donc pas à Clermont. Là, par contre, ça avait été un joli délire dans le train. Un petit wagon réservé un peu au style boîte de nuit, Nalaga qui mettait de l'ambiance, Celso, très fort aussi, en termes d'ambianceur. Je le vois confisquer la caméra de nos confrères de France 3 pour faire des images. Je ne sais pas ce que ça a donné, mais bon. C'était un retour épique, en effet. Et on se rappelle que ce jour-là, il y a 10 ans, tout le monde se disait ça va être énorme, ça va être énorme. Et généralement, quand on annonce une fête énorme, c'est rarement arrivé place de jaune et fantastique. Voilà, ça allait au-delà même de tout ce qu'on pouvait imaginer. Enfin, moi, j'ai toujours ces images. J'imagine les joueurs sur le bus quand ils arrivent au niveau du pont de Jaude là, et qu'ils ont cette vision, cette place remplie, 60 000 personnes qui les attendent. Ouais, ça doit en secouer quelques-uns. D'ailleurs, on aura une page, je le précise, dans la montagne de samedi consacrée à ce retour où plusieurs joueurs témoignent par rapport à ça. Ils disent tous que finalement, c'est ce jour-là qu'on mesure plus que les autres pourquoi Clermont est à part, pourquoi Clermont est une ville de rugby. Je me souviens plus qui avait déclaré au soir de la finale au Stade de France que c'était le lendemain qu'ils allaient probablement prendre conscience de ce qu'ils avaient réalisé. Ils ne s'étaient pas trompés. En effet, à Jaude, que ça a pris toute sa mesure. 50 000 personnes, soleil radieux et un après-midi de fête incroyable avec des séquences, des scènes. Quelles images vous restent, vous, de cet après-midi-là? L'autre image que j'ai aussi par rapport à cette liesse, parce qu'on parle du lendemain, mais en fait, moi j'ai l'impression que c'est comme les victoires de l'équipe de France en Coupe du Monde, ça a duré tout l'été en fait. Et derrière, ça a été
la tournée des Rolling Stones pendant tout l'été en Auvergne, et je me souviens de ces queues interminables, ces files d'attente interminables au Michelin pour les gens qui voulaient toucher le Brennus et se faire prendre en photo à côté du Brennus. C'était un truc de malade. Quand on allait au journal, on passait devant et on voyait ces files d'attente. C'était incroyable. C'est vrai. C'est des images inoubliables. Et petite précision aussi, c'est vrai qu'on a parlé, Jaude, évidemment, c'était le cratère hein, de tout ça, l'épicentre de tout ça. Mais c'est un événement quand même qui a touché toute l'Auvergne et les joueurs, tout le monde l'avait vu avec le train, puisque avant même Gerza, dès les premières gares auvergnates, il y avait des gens qui attendaient le train. Le train ne s'arrêtait même pas d'ailleurs. Mais c'est un événement qui a touché chaque ville en Auvergne, hein, et pas Clermont. Quel héritage on a gardé de ce titre, de ces journées particulières? C'est quoi l'héritage de tout ça pour vous? L'héritage de 2010? Ouais. Moi, c'est la chape de plomb. La chape de plomb, cette image de loser, on en avait parlé dans la première émission, mais une image mondiale. Hein, je le regrette, hein, mais clairement, c'était ça. C'était dans le monde, c'était connu quand même pour ces 10 défaites en 10 finales. Donc, je dirais que la chape de plomb, elle a explosé et que finalement, heureusement, et on voit que finalement quelques défaites se sont enchaînées derrière aussi encore en finale, et c'était prêt à revenir. Donc heureusement il y a eu 2017, mais on voit que c'est quelque chose qui était quand même profond et ancré, et en ça a libéré beaucoup de choses. Hein. Il y avait Clermont et Cleveland dans le monde, effectivement. C'est ça. Et t'as Strasbourg en basket, c'est pas mal aussi. Hein. C'est pas mal aussi. Est-ce que ça a permis aussi aux Clermontois, alors aux supporters, aux joueurs, enfin ce que vous voulez, de regarder tout le rugby français dans les yeux aussi? Parce qu'il n'y avait quand même pas un complexe du fait de ne pas gagner de titre. Bon, probablement, oui, qu'il y avait cette image qui ternissait un petit peu la réputation de respectabilité du club, si je peux dire, et qui, du coup, intégrait un petit peu le cercle pas si grand que ça des champions de France. Et puis, mais je pense que 2017 a peut-être fait encore plus parce que le one-shot, le titre, il y a un côté peut-être accidentel. Les exemples ne manquent pas de Quillan à Montauban en passant par la voûte, Vienne et Carmaux. avec 2017 et 2 boucliers, ça faisait déjà plus sérieux, quoi. Merci messieurs d'avoir évoqué tous ces beaux souvenirs, ces beaux souvenirs effectivement de cette belle soirée et de ce beau week-end à Clermont. Je vous remercie Greg de m'avoir donné la parole parce que pour les 20 ans, je suis pas sûr que je sois encore là. Donc. contrairement à mes petits camarades. On est nous aussi. Et bonne fin de saison à vous alors. Oui, en roue libre. Merci. Merci Greg, à bientôt. À bientôt. L'accélération de Raka, personne ne va le revoir. Liberty Raka. Et le nouvel essai. Pour l'ASM Clermont-Auvergne.